Ça vous Donc, dit? comme quoi le bureau politique n'était pas d'accord que Guy Brice Parfait Kolela soit inhumé dans ces conditions-là. Tout à fait. Monsieur Perrin, comment pouvez-vous accepter qu'une telle personnalité soit inhumée sans ses enfants, sans ses parents intimes, sans le parti? Comment? Comment? C'est une humiliation. Et surtout que ça se passe en France. Nous, ici au Congo, on veut les divertir les gens pour aller participer à une telle complicité d'humiliation. Le bureau politique a dit non. Bonjour ou bonsoir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci d'être sur Télar TV et bienvenue dans ce numéro Droit de savoir qui revient sur la situation plus que tendue au sein du parti de Guy Brice Parfait Kolela. Quel avenir pour ce parti qui a perdu son président plein processus électoral, la présidentielle de mars 2021? Et actuellement en proie d'une déstabilisation. Pour tenter de répondre à ces questions, nous recevons sur notre plateau aujourd'hui Monsieur René Mokono, qui est membre du Conseil national de l'UDH Yuki et président départemental de ce parti à Pointe-Noire. Moi, c'est Christian Perrin. Bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre pour la première fois sur Télar TV. Bonjour, Monsieur René Mokono. Bonjour, monsieur Christian Perrin. En tout cas, soyez les bienvenus sur notre plateau. En tout cas, nous sommes très heureux. Alors, monsieur Mokono, il se passe des choses à l'UDH Yuki et comme par hasard, il a fallu attendre l'inhumation du président de l'UDH Yuki, j'ai cité Guy Brice Parfait Kolela, qui pourtant, avant de rendre l'âme, implorer ses militants à se battre pour le changement, à se battre pour l'avenir de leurs enfants. Que se passe-t-il exactement et pourquoi maintenant? Eh bien, d'abord, ce courant, ce volcan qui est en train de circuler dans le parti est une volonté du leader lui-même. Il venait d'être mis en terre. C'est en ce moment-là qu'il a déclenché les forces pour purifier le parti. On découvre ceux qu'il aime bien et ceux qui sont venus en mission. Et maintenant, en tant que Bantou aussi, nous avions bien voulu attendre qu'il soit inhumé. La culture Bantou ne nous autorise pas de nous chamailler quand le corps du parent est entre nos mains pendant que nous le pleurons. Et donc, nous avons attendu son inhumation. Et maintenant, là, nous pouvons discuter, nous pouvons échanger. Alors, monsieur Mokono, évidemment, il y a des sanctions, les sanctions pleuvent au sein de l'UDH Yuki. D'abord, le deuxième vice-président avait été sanctionné, je crois, un 25 janvier dernier. Ensuite, c'est la sanction contre le premier vice-président du bureau politique, monsieur Ngwanou. Finalement, qui sanctionne qui et qui est habilité à, j'allais dire, assumer les responsabilités de ce parti en l'absence ou en cas d'empêchement définitif du président de ce parti, j'allais dire. Toute organisation ou tout parti politique qui se respecte se gère à travers les textes. On ne peut pas diriger un parti politique à travers sa volonté personnelle, tout ce qui se passe dans sa tête. L'UDH Yuki a des statuts, a le règlement intérieur, et en fonction de cela, il a été prévu des mécanismes de succession. Mais sauf que la vérité démontre qu'il y a certaines insuffisances. Et donc, dans le cadre de l'intérimaire qui était prévu par les textes, jusque-là, quand nous regardons, nous pénétrons, nous nous rendons compte qu'il y a juste le cas d'absence,
C'est-à-dire, le président est empêché, il est en voyage, il est quelque part. En ce moment-là, la notion d'intérimaire jouait. Or, comme c'est un vide juridique, vous voulez nous dire, c'est c'est un ça? vide juridique, tout à fait. Et le premier vice-président actuel a voulu se saisir de ce vide juridique pour manifester ses abus de pouvoir. Sinon, en fait, pardon, monsieur Mokono, il est vice-président du parti, c'est cela? Donc, après le président, c'est lui? Non, il est vice-président du bureau politique. Le président du parti, c'est le docteur Iblis Afekola Defa. C'est ça la différence. C'est pour cette raison qu'il ne bénéficie pas de certaines prérogatives qui étaient dévolues au président fondateur lui-même. Vous parlez du président Afekola, qui était le président de l'UDH. Oui, vous parlez de qui exactement qui n'est pas habilité à assumer ses responsabilités après le président du parti? Il s'agit du premier vice-président Pascal Ngouane. Parce qu'à l'UDH, seul le président Parfait Kolela était élu. Donc, il y a des prérogatives qui lui sont dévolues spécialement, et spécifiquement à lui. Pardon, monsieur René Mokono, c'est pour bien comprendre les choses. Seul Guy Brice Parfait Kolela, en sa qualité de président du parti, était élu. Et donc, les autres membres le sont, comment, c'est-à-dire les autres responsables, notamment premier vice-président, deuxième vice-président et la suite. Par nomination? Lorsque le président est élu, c'est à lui que revient le devoir et le mérite de désigner ceux avec qui il va travailler. C'est à lui que revient le devoir et le mérite de confier les attributions. Et donc, quand il ne veut pas de toi, il se sépare de toi. Juste un acte suffit pour relever de son équipe, parce que seul lui est responsable devant le Congrès, devant la Convention nationale, devant le Conseil national. Donc, il a attribué à M. Ngouanou, le premier vice-président, des attributions pour la formation idéologique simplement. C'est ce que vous vous dites ou bien c'est ce que prévoient les textes? C'est ce que disent les textes. Ce que disent les textes. C'est ce que disent les textes. Oui. Lui, sa mission, c'est la formation idéologique. Point barre. Maintenant, il peut arriver que le président soit empêché, étant entendu qu'il était premier vice-président, il pouvait donc, selon la préséance, succéder au président Guy Brice Parfait. Sous quelles conditions? Sous quelles conditions? Pardon. Il pouvait succéder au président du parti, donc de l'UDH Yuki, sous quelles conditions et quelles sont les limites, en fait, de ses responsabilités? Il succédait pour diriger le bureau politique, pas le parti. Au cas d'empêchement où il est possible que le président Kola revienne. Mais maintenant, au niveau des textes, il y a un vide juridique qui n'a pas prévu le cas de décès. Et donc, constatant le décès, constatant le vide, le bureau politique s'est donc retrouvé pour dire que faire. Ils se sont convenus pour dire que, comme nous avons un premier vice-président, nous avons un deuxième vice-président et nous avons le reste des membres du bureau politique, bon, les deux se concertent, trouvent un compromis et le premier vice-président convoque le bureau politique. Parce que le bureau politique, c'est l'instance qui dirige le parti au niveau national. Malheureusement, M. Ngouanou n'a pas voulu faire la volonté du bureau politique. Certainement que dans son fort intérieur, quand nous regardons son passé, il joue un rôle dans le sens qu'il ne fait pas la volonté du président des femmes. Il ne fait pas la volonté du président du bureau politique. Il fait la volonté de ceux que vous connaissez. Monsieur René Mokono, lorsque vous parlez de son passé, à quoi faites-vous allusion?
Nous avons suivi sa déclaration dans un journal qu'on appelait ici C'est Piment. Quand les situations ont commencé au parti, il a pensé s'exprimer pour dire qu'il est cofondateur du PCT, qu'il était co-insurrection de 1900, je ne sais pas quelle année, d'Ange Dawara, qu'il était maire de Filou. Bref, nous ne comprenions pas pourquoi évoquer son titre de cofondateur, qui est cofondateur du PCT dans une situation de leadership. Pardon, alors lorsqu'il fait ce genre de déclaration, lorsqu'il se présente comme ça, il est déjà dans l'UDH-UKI, c'est ça? Il est dans l'UDH-UKI, premier vice-président. Premier vice-président. Et est-ce qu'il vous a déjà présenté, par exemple, sa démission au PCT ou à l'URD Mouinda? Non. Pas du tout. Non. Sinon, on ne pouvait plus évoquer ça. S'il y avait une démission, pourquoi la tenue en parler? C'est une alerte qu'il lançait pour dire que je suis encore avec vous. Utilisez-moi. Sinon, la première des choses qu'il faisait, c'est de présenter la démission. Nous sommes à l'UDH-UKI. Nous avons les préoccupations. Nous venons de perdre le leader. Nous sommes en train de nous chercher. Nous sommes en train de consoler les militants. Tu viens faire l'interview pour dire que je suis cofondateur. Il y a un parti qui nous a causé tant du temps. Je ne vois pas quelle est l'importance. Ça veut dire que c'est un appel qu'il lance. Et c'est pour cette raison qu'il tient à saluer les dignitaires véritables de l'UDH-UKI. Lorsqu'il s'identifie au Parti congolais du travail, vous l'avez, disons, fait asseoir pour comprendre l'intérêt de ce genre de déclaration alors qu'il était déjà dans l'UDH-UKI, non? Depuis ce jour-là, il a évité de convoquer le bureau politique. Il s'est mis simplement à vilipender les responsables de l'UDH-UKI qui se battent pour la survie de notre parti. Je peux citer l'exemple de l'honorable Badiadio. Comprenez? Donc, c'est pour cette raison que justement, nous nous sommes dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Puisque quand nous regardons la situation politique, ils n'ont dit absolument rien. Et nous constatons qu'ils nous amènent dans une direction qui n'était pas celle souhaitée par le bureau politique. Nous nous sommes dit qu'il fallait l'obliger à ce qu'il convoque le bureau politique pour qu'on le ramène à l'ordre. Alors, je sais qu'il a eu à sanctionner le deuxième vice-président et après est arrivée donc sa sanction, donc vous l'avez sanctionné. Est-ce qu'on peut comprendre pourquoi vous l'avez sanctionné, vous? Que lui reprochez-vous? Nous lui reprochons la haute trahison du parti, la haute trahison du bureau politique et les abus de pouvoir, les multiples forfaitures. Parce qu'un dirigeant sérieux, nous sommes l'UDH-UKI, l'Union des démocrates humanistes. Donc la démocratie est de base. Et la démocratie, c'est la volonté de respecter ce qui vous est commun. Et lui, il s'est permis de gérer le parti contre la volonté du bureau politique. C'est quoi? Pardon, il s'est permis de gérer le parti à sa volonté. Qu'est-ce qu'il a fait exactement? On veut comprendre un peu. C'est quoi ce que vous lui reprochez concrètement? Qu'est-ce qu'il a fait? Parce que vous parlez même de la haute trahison. Est-ce que vous pouvez nous expliquer c'est quoi ce que vous entendez par haute trahison et qu'a-t-il fait exactement? Le Congo va aller en 2022, en juillet 2022, aux élections législatives. Et le parti a prévu des mécanismes pour gérer toutes ces questions. Et ce sont donc les dispositions de l'article 64 des statuts. Lui, le premier vice-président, a pour prérogative la formation politique. Le parti a donc confié cette gestion de dépôt, d'examen, de
candidature à une commission spécialisée, qui est donc présidée par le président Théodule Batina. Parce que le parti a séparé les pouvoirs. Et lui, visant avec l'intention d'avoir ses candidats à lui, qui fera sa volonté, il s'est dit, s'il laisse la commission d'investiture gérer cette question, ceux qui seront retenus comme candidats ne feront pas sa volonté, il n'aura pas le contrôle. Parce que lui, il est télécommandé. Lorsque vous dites qu'il est télécommandé, n'est-ce pas que vous lui prêtez des intentions? Vous avez quelques éléments d'appréciation là-dessus, non? Si. Comment pouvez-vous comprendre que les élections législatives sont prévues en 2022? Il n'y a pas encore la date fixée de manière officielle par l'État. Il n'y a pas encore la date de dépôt de candidature, ni même de clôture. Et nous sommes désagréablement surpris pendant que nous sommes préoccupés par comment amender les textes du parti qui nous mettent en difficulté si nous les gardons comme ça pour que nous soyons des candidats. Lui, il déballe l'agenda. Excusez-moi de vous dire qu'au moment où nous parlons, le parti au pouvoir est sur ses candidatures. Et étant donné que le parti au pouvoir est sur les candidatures, du coup, nous sommes surpris de constater qu'il abandonne la révision des textes pour nous amener dans le dossier des candidatures comme le fait le PCP. Il n'y a pas à chercher midi à 14h, nous constatons qu'il est en train de déballer le programme de son parti. Et donc, fait comme ça, ça nous interpelle tous. Et surtout qu'il se met à vilipender tous ceux qui sont en train de se battre pour faire en sorte que l'UDHQ vive. Si j'ai bien compris, vous avez l'impression qu'il y a une, enfin, j'allais dire manipulation extérieure, c'est cela? Mais c'est tout à fait. C'est tout à fait. Parce que pourquoi vouloir empêcher la tenue de la convention? Pourquoi? Tout le monde, ceux qui lisent les textes du parti, ils sont conscients que tant que nous ne révisions pas ces textes, le pouvoir va damer sur nous. Parce que les dispositions de nos propres textes ne favorisent pas. Ils ne favorisent. C'est pourquoi je dis qu'il prendra la responsabilité parce que nous sommes obligés de démontrer les insuffisances de nos textes à cause de son entêtement. Il y a des insuffisances dans nos textes. Heureusement qu'aussi que la loi autorise que si les textes du parti contiennent des insuffisances, la loi numéro 20 du 12 mai 2017, à son article 16, autorise les partis politiques de réviser les textes s'il y a des difficultés, s'ils le jugent nécessaire. Sinon, pourquoi vouloir mettre de côté des textes qui nous condamnent nous-mêmes avant d'aller aux élections? Parce que si nous allons avec ces textes, le pouvoir en place va nous mettre au pied du mur. Pour nous dire quoi? Pour nous dire simplement que vos dossiers sont irrecevables pour carence d'ancienneté, pour inconformité au texte. Parce que pour être candidat aux législatives, il faut que vous soyez à l'UDHQ pendant 6 ans. Et les dispositions de l'article 30 et 31 de la loi relative aux conditions de création de partis politiques nous disent que le parti qui ne respectera pas ses propres textes statutaires et réglementaires sera sanctionné. Et à l'article 26 de la même loi, il est dit, au deuxième alinéa, qu'il est dit que les partis politiques sont tenus de respecter scrupuleusement les présentes lois et leur propre statut et règlement intérieur, scrupuleusement. Alors, si nous devons respecter scrupuleusement nos textes, ça veut dire que nous n'aurons pas de candidat. Nous poserons les dossiers. Mais malheureusement, puisqu'ils ont les copies de nos statuts, ils ont les copies de nos règlements intérieurs, le pouvoir se saisirait de ces défaillances pour
nous chercher les pots sur la tête. Et l'article 23, M. Perrin, des statuts, il est dit que pour être candidat à l'élection du président de l'UDH, il faut avoir 7 ans. Donc, ce qui suppose que Yuki n'aura pas de candidat. Donc, il faut attendre jusqu'en 2028. On n'aura pas de candidat. Alors, le mandat de tous les dirigeants du parti au niveau national tombe le 18 mars 2022. Donc, Yuki sera son dirigeant. Et lui, il veut nous amener là. Est-ce qu'un véritable membre de l'UDH peut se comporter comme ça? Peut nous amener jusqu'à ce niveau? Vous craignez finalement ce boycott, c'est cela. Mais lorsque vous dites qu'il a voulu présenter, finalement, il était en voie de présenter la liste, bien entendu, des candidats de l'UDH Yuki pour les législatives 2022, qui s'annoncent, je crois, c'est en juillet. Vous avez dit que la date n'est pas encore fixée. Est-ce pour autant qu'il avait déjà dressé la liste des candidats? Oui, tout à fait. Je peux vous dire qu'il a prévu un certain Mayanga dans la circonscription. Je vais d'abord vous dire, M. Père, très respectueusement, il est de coutume qu'on ne change pas l'équipe légale. Nous avons la circonscription de Makelekele. Makelekele 2. Un député qui est là depuis 3 mandats, qui a gagné, qui a convaincu la population. Il gagne. Et aujourd'hui, on nous amène ce monsieur du PCD, nous amène un monsieur qui n'a jamais candidat à une quelconque élection. C'est M. Mayanda. C'est lui qu'Ongouanou veut présenter dans une circonscription où Yuki a un député qui a 3 mandats. Il veut remplacer un autre à Makelekele 2 par un petit qui est à Mungali. Vous voyez? Et donc, là où nous avons des assurances de gagner, cet homme du PCD veut remplacer ceux qui vont nous faire perdre. Et les membres que vous venez de citer là, que l'on veut remplacer, bien entendu, et ces membres font partie de l'UDH Yuki, ce sont vos membres à vous, ou bien c'est des gens qu'on prend à côté? Non, ils sont avec nous, ils sont avec nous à l'UDH Yuki. Ils sont avec nous. Mais le problème, c'est que la raison veut de ceux qui tiennent. Quand on connaît vos capacités, est-ce qu'on peut venir vous changer brutalement comme ça? Et comment ça se passe exactement chez vous? Comment est-ce qu'on sélectionne les candidatures? Est-ce par, vous procédez par des primaires? Ce sont des nominations? Quels sont les critères de sélection des candidats chez vous? L'article 64 des statuts donne mandat et la liberté indépendante à la commission d'investiture qui a le choix de choisir la procédure. C'est à eux que revient le devoir et le mérite de dire, au regard de telles situations, nous prenons les primaires ou nous prenons la nomination. Et les deux cas sont possibles. Mais c'est à la commission d'investiture de regarder le contexte et de choisir la démarche qu'il faut et qu'il propose au bureau politique. C'est cela, la vérité. Maintenant, il y a aussi un acte qui a été pris du vivant du président Guy Brice-Paffé, qui dit que les candidats gagnants déjà ne sont pas soumis aux primaires. Et lui, il veut fouler au pied cette mémoire. Ce n'est pas reconnaissance. Vous savez, nos partis politiques, c'est composé des pauvres. Donc, ce sont les élus qui investissent pour le fonctionnement du parti. Et en reconnaissance de cela, le président Paffé, que là, dans sa nature reconnaissante, a pensé qu'on ne peut pas soumettre aux primaires ceux qui ont déjà fait les preuves. Comprenez, nous avons 8 députés. Et donc, lui, il veut soumettre ces députés-là aux primaires pour dire que, bon, voilà, ceux-là. Non, ce n'est pas à lui, c'est à la commission d'investiture. Jusque-là, la commission ne s'y penche pas. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas encore temps. Nous avons des urgences. C'est aller à la convention. Donc, la convention a les mêmes prérogatives que le Congrès.
Et comme le Congrès, à l'article 17, pour que nous allions au Congrès, il faut se préparer 10 mois avant. Donc, les congrès locaux doivent se faire. Et dans le cas d'espèce, les 10 mois ont été consommés par le décès du président. Et donc, aujourd'hui, il y a urgence. Donc, pour nous, il nous faut d'abord harmoniser les textes par rapport à la loi, les adapter avec la nouvelle réalité de fonctionnement du parti. Et après, en ce moment-là, pour le faire, nous ne pouvons qu'aller en convention. Parce que la convention, selon l'article 32 des statuts, est donc habilitée à assumer toutes les responsabilités, toutes les missions que le Congrès peut. Donc, tous les amendements que nous apportons seront adoptés en Congrès. Une fois qu'on a modifié, qu'on a enlevé tout ce qui peut nous compromettre, tout ce que le pouvoir peut utiliser pour nous chercher les pouces sur la tête, il n'y a plus de peur. Nous savons que tout est bien en ce moment-là. Nous mettons à travers le Congrès adopte ces textes et met en place le nouveau bureau politique. Il met en place une nouveau, d'ailleurs, dans nos textes, il ne s'agit pas de bureau politique. Les textes actuels prévoient une direction, un bureau exécutif national qu'on appelle BER. Mais aujourd'hui, le parti est dirigé par un bureau politique. C'est donc contraire à nos textes. Donc, il faut changer tout ça. C'est à la Convention que le voit à responsabilité de changer et de mettre en place la nouvelle équipe légitime qui va gérer les élections. Tant qu'on n'a pas une nouvelle équipe légalement installée, on ne peut pas parler d'élection. Donc, condition sine qua non, révision des textes, mise en place de nouvelles structures dirigeantes nationales par la Convention. Fini, terminé, cette équipe aura pour mission aller à la bataille pour les élections futures, aller à la bataille, de discuter avec l'opposition, regarder ce qu'elle veut de faire. Mais eux n'ont plus la légitimité d'ici le 18 mars. Comment on va faire? Et on va nous amener à ce niveau-là pour que nous soyons en difficulté, pour que l'UDH ne puisse plus s'organiser. Et il est donc en train de vilipender. Je vous prends un exemple. Le député le plus aimé, je ne vous le cache pas sans sentiment, mon frère, c'est l'honorable Baniel. C'est lui. Et lui, il parle pas. Mais depuis qu'il a commencé, il est en train de le vilipender pour le pousser. Je ne sais pas quoi il veut le pousser. Comprenez? Et donc, lui, il est en train de salir toutes ces personnalités-là. Pour que justement, qu'il soit discrédité et qu'il n'ait pas la responsabilité, peut-être parce que les gens parlent beaucoup de lui, et lui, il a peur. Cela sous-entend que vous devrez normalement passer par, comme vous l'avez dit, une convention pour essayer un peu de remettre le parti en ordre. Voilà. Et finalement, c'est prévu pour quand la convention? Vous avez déjà fixé la date ou bien c'est en cours? Bon, les textes nous obligent d'aller avant le 18 mars. Il faut rechercher les moyens. Vous voyez, dans sa démagogie, l'homme du PCT, là, dans sa démagogie, a mis le parti, c'est tellement son air, il nous a soumis à 45 jours de deuil. Et vous constatez que dans les 45 jours, sans animation du parti, nous atteignons déjà le 18 mars. Le deuil du président parti. Vous voyez jusqu'à quel point il est, je ne sais pas comment. Bon, regardez tel que je suis. Depuis que le président Collet est mort, lui, il porte le deuil maintenant, là, 45 jours encore. Moi, tel que je suis, c'est le deuil du président Collet. Et lui, il veut m'amener encore à 45 jours. Et il trompe la base pour donner l'impression qu'il est soucieux de lui. Alors, au fond, c'est pour retarder la tenue de la convention. Vous voyez? Est-ce qu'un homme sérieux peut parler encore du deuil du président Collet? Merci, monsieur René Mokono. Nous allons aborder le tout dernier volet de notre entretien aujourd'hui. Nous savons qu'avant avant son décès, Guy Brice Parfait Kolela avait fait l'objet des menaces de mort publiques, tout le monde le sait, de la part de monsieur Firmin Ayessa. Et est-ce que pour dire que l'inhumation qui a eu lieu dernièrement venait là, finalement, de mettre terme à
cette situation, c'est-à-dire on fait table rase, on n'en parle plus, ou bien qu'est-ce que UDH Yuki entend faire, sinon envisage faire pour, bien entendu, regarder de très près cette menace, parce que quand il y a menace et que la personne menacée trouve la mort, il y a quand même des enquêtes qui devraient être diligentées. Qu'est-ce que Yuki entend faire en tant que parti, bien entendu, parti politique, du président Guy Brice Parfait Kolela qui venait de décéder après les menaces, bien entendu, de mort? Bon, en fait, l'une des conditions qui nous oblige à ne pas faire confiance à ces missions, sont toutes ces questions. La direction politique nouvellement élue va gérer la question. Parce que c'est l'une des missions essentielles. C'est l'une des missions essentielles. La direction politique nationale nouvellement installée va gérer la question. Parce que lui n'en parle pas. Certainement qu'il a ses raisons. Il a ses raisons. Mais nous attendons un digne fils qui naîtra des élections au niveau de la Convention et qui aura, parmi les missions parmi lesquelles il y aura cette question à gérer. Parce que qu'on le veut ou non, l'UDH Yuki a intérêt à discuter. Le président Parfait Kolela a suffisamment démontré qu'en matière de gestion de la République, il avait même lancé un appel pour un compromis politique historique apaisé. Donc, il était dans l'apaisement. Et il y tenait à ce que, ayant constaté que la démocratie était mise à mal, il avait pensé qu'au lieu de tirer en longueur et faire en sorte que les populations meurent, il avait lancé un appel pour que les Congolais s'asseyent. Et il avait même fait une proposition où il avait dit que le Congo pouvait opter pour le système comme en Italie, comme en Angleterre, comme en Allemagne, avec un Premier ministre fort qui gouverne, qui se soucie de la population. Parce qu'il était convaincu qu'avec ce qui se passait, l'homme qui était là ne voulait pas céder. Mais lui, ce qui le préoccupait, c'était la population. Aider la population à bien vivre. Donc, il nous a montré, le président Parfait Kolela nous a montré qu'à un certain moment, il faut tenir en ligne de compte certains paramètres, certains rapports de force pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de mort. Et pour l'instant, nous sommes sûrs que les nouveaux qui viendront, les nouveaux dirigeants du parti, lui, il ne peut pas en parler. Comment lui peut parler de ça? Déjà, la preuve en est que depuis qu'il est mis en place, aucune déclaration sérieuse à ce sujet. Il ne peut pas en parler. Il ne peut pas en parler. Nous, ça nous préoccupe. Nous avions attendu qu'en France, que les choses se passent autrement. Bon, là-bas, ça continue. Bon, pour l'instant, nous attendons la mise en place des nouveaux dirigeants et qui auront comme dossier celui-là. Monsieur René Mokono, vous avez dit, vous auriez bien voulu que les choses se passent autrement en France. Est-ce qu'on peut être beaucoup plus explicite? Ben oui, le niveau politique qu'avait atteint le leader sur le plan national et international, il ne méritait pas ce traitement. C'est pour cette raison d'ailleurs que les membres du bureau politique des deux tiers ne sont pas allés à la cérémonie qui s'est passée à Brazzaville. Ça serait cautionner l'humiliation. Comprenez, c'est un grand leader. Ça serait cautionner l'humiliation. De la manière sans ses enfants et sans... Ça serait cautionner l'humiliation, c'est-à-dire, qu'est-ce que vous appelez par humiliation dans cette situation-là? Monsieur Perrin, comment pouvez-vous accepter qu'une telle personnalité soit inhumée sans ses enfants, sans ses parents intimes, sans le parti? Comment? C'est une humiliation. Et surtout que ça se passe en France. Nous, ici au Congo, on veut les divertir les gens pour aller participer à une telle complicité d'humiliation. Le bureau politique a dit non. Donc, comme quoi le bureau politique n'était pas d'accord que Guy Brice Parfait Kolela soit inhumé dans ces conditions-là. Tout à fait. OK, mais je crois que nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Monsieur René Mokono, je rappelle que vous êtes
membre du Conseil national de l'UDH-UKI. Vous étiez là en train d'intervenir sur, évidemment, la situation aussi tendue que vous êtes en train de vivre dans votre parti, UDH-UKI. Je disais que nous sommes à la fin, probablement que vous avez une préoccupation et qui tiendra bien sûr lieu du mot de la fin. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. le Père. Nous sommes très heureux. Nous voulons lancer un appel aux militants du parti pour qu'ils comprennent que la situation actuelle, il n'est pas question de la division du parti. Il s'agit simplement d'un monsieur qui veut empêcher, qui veut tuer l'UDH-UKI et que les 2/3 des membres du bureau politique qui s'engagent à protéger le parti sont en train de mettre toutes les batteries en marche pour ne pas lui permettre de jouer le jeu qu'il est en train de jouer. Qu'ils comprennent que tout parti se gère à travers les textes. Il n'y a rien d'ambitieux de vouloir salir le président, non. Qu'ils soutiennent les 2/3 et aussi, ils sont en train d'instrumentaliser certains départements à Pointe-Noire où je suis, des pauvres, des responsables de quartier se réunissent à 3 à 4 personnes pour faire des déclarations. Donc, si nous voulons faire en sorte que le président Kolela soit honoré, nous sommes tenus de nous engager pour soutenir les 2/3 qui sont engagés dans la révision des textes, pour nous donner des élus. Et la bataille que le président Kolela nous demande, c'est autour des institutions. On ne lutte pas dans la rue. La lutte armée est dépassée. Il nous faut beaucoup de députés. Et pour le faire, il nous faut qu'on ait une bonne équipe politique qui sera engagée au respect des recommandations du président Kolela quand il dit battez-vous pour le bien-être des populations et qui vont appliquer le projet de société qui mettrait à l'aise tout le monde. Vous êtes à l'étranger là-bas, ce n'est pas de gaieté de cœur. Donc, il faut un système qui vous permettait de revenir au pays. Et l'UDH qu'on est prêt. Et je crois que tout ce qu'on est en train de vilipender, c'est des frères qui sont avec nous, qui sont engagés. Donc, que Dieu nous assiste, qu'ils ne se laissent plus tromper par ce type du PCT. Et voilà. En tout cas, merci. Merci donc d'avoir été avec nous, Monsieur René Mokono, d'avoir répondu à nos questions, mais surtout d'avoir disposé du temps pour nous et pour nos téléspectateurs. À vous aussi, chers internautes. En tout cas, merci d'avoir choisi Télar TV, de nous avoir suivis. Et on se dit donc au revoir et à très bientôt. Mais attention, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager et n'oubliez pas non plus de vous abonner. Merci.